Mais il y a eu une grande offensive économico-politique des couches gouvernantes et dominantes qu'on peut symboliser par le nom de Reagan et de Thatcher, et même de Mitterrand d'ailleurs, qui a dit, bon, vous avez assez rigolé, maintenant on va vous licencier, on va dégraisser l'industrie, hein, à éliminer la mauvaise graisse, comme dit M. Juppé. Bon, et puis vous verrez que le marché à la longue vous garantit le bien-être. À la longue, il vous garantit le bien-être. En attendant, il y a 12,5% de chômage officiel en France. Pourquoi pas l'opposition à ce libéralisme? Je ne sais pas. C'est extraordinaire. Bon, on a parlé, il y a une sorte de terrorisme, pratiquement, de la pensée unique, comme on dit, la pensée unique, c'est-à-dire cette non-pensée. Elle est unique, c'est la première pensée qui est une non-pensée intégrale, n'est-ce pas? Pensée unique libérale. Bon, personne n'ose s'opposer. Qu'est-ce que c'était l'idéologie libérale à sa grande époque? 1850? Oui, c'est ça, 1850. C'était quand même une grande idéologie. Parce qu'on croyait au progrès. Ces libéraux-là, ils pensaient que, par exemple, Guizot, John Stuart Mill, ils pensaient qu'avec le progrès, il y aurait à la fois une élévation du bien-être économique. Enrichissez-vous. Hein? Enrichissez-vous. Enrichissez-vous. Mais même quand on s'enrichissait pas, comme dans les classes dominées, disons, exploitées, on allait avoir précisément moins de travail, des travaux moins pénibles, on serait moins abrutis par l'industrie. C'était le grand thème de l'époque. Constant dit, les ouvriers ne peuvent pas voter parce qu'ils sont abrutis par l'industrie. Il le dit carrément, Benjamin Constant. Les gens étaient honnêtes à l'époque. Donc il faut un suffrage censitaire. Bon, alors après on a dit bon non, parce que le temps de travail diminue, parce qu'il y a l'alphabétisation, il y a l'éducation, il y a des espèces de lumières qui ne sont plus les lumières subversives du 18e, mais enfin qui se diffusent comme ça à la société. La science se développe, l'humanité s'humanise, les sociétés se civilisent, et comme ça, petit à petit, asymptotiquement, on arrivera à une société où il n'y aura pratiquement plus d'exploitation, où cette démocratie représentative tendra à devenir une vraie démocratie, etc., etc. Pas mal. C'était pas mal. Sauf que ça marche pas comme ça. Ça n'a pas marché comme ça, et ça marche pas comme ça, c'est-à-dire que le reste s'est réalisé, mais tout ça, ça n'a pas humanisé l'humanité, ça n'a pas civilisé la société, ça n'a pas adouci les capitalistes, on le voit maintenant, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire, c'est pas les hommes, c'est le système. Et donc, ça ne marche pas comme ça, et ça fait que, de l'intérieur, les gens ne croient plus à cette idée. L'idée est l'humeur, la disposition générale est une disposition de résignation. Même chez les représentants du libéralisme. Puis j'ose pas dire plus. Quel est le grand argument maintenant? C'est peut-être mauvais, mais l'autre terme de l'alternative était de loin pire. C'est ça le grand argument. Oui, ça se résume à ça. Hein? Oui, c'est ça. Ça se résume à ça. Et c'est vrai que ça joue. C'est vrai que ça a glacé pas mal les gens. J'ai dit, bon, mais si on bouge trop, on va pas arriver à nouveau au goulag, par exemple. Bon. Donc, ça, c'est derrière cette espèce d'épuisement idéologique de l'époque. Et je crois que on en sortira que si vraiment il y a... Enfin, c'est une tautologie de dire ça comme ça, mais enfin, il faut il faut attendre. Il faut espérer, il faut travailler pour qu'il y ait une résurgence à la fois d'une critique puissante du système et d'une activité des gens. Une participation.
Bon, j'espère que vous n'êtes pas parti après ce morceau choisi par Yann Chouquet. Il faut bien dénoncer un peu les gens. Et il s'appelle Do Caca. Ce qui plaît à Yann Chouquet, c'est qu'il n'y a pas d'instrument de musique là-dedans. Voilà, ça lui plaît. Il n'y a que des voix humaines dans ce qu'on vient d'entendre. Et voilà. Donc, j'espère qu'il reste encore quelques auditeurs pour continuer avec Cornelius Castoriadis. Cet entretien, ce fameux entretien qu'on rediffuse, il faut bien dire, souvent, et qui date du 25 novembre 1996. Donc, voilà, c'est le 10e anniversaire de cette rencontre. Je suis sûr que les auditeurs qui ont pris l'émission en route ont pensé que c'était des propos tout à fait d'aujourd'hui. Ben non, c'était il y a une dizaine d'années. Donc la rencontre avec ce grand, à la fois philosophe, psychanalyste, politologue, économiste, etc., qui était Cornelius Castoriadis, qui nous a quittés en 1997, laissant derrière lui une œuvre considérable que je vous engage à explorer. C'est pas toujours facile. Il y a des domaines dans lesquels il faut vraiment s'accrocher, mais beaucoup d'autres où Castoriadis, notamment en ce qui concerne la politique, la pensée, il était économiste, bon, mais il était tout à fait capable. Là, il était très content de lui d'ailleurs. Après, j'avais eu des entretiens avec lui, par téléphone. Il avait été très content d'arriver à être aussi pas simple, mais clair, et exprimer des choses très très clairement pour le plus grand nombre, et c'est-à-dire nous-mêmes. Ah la 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 la. Votre confrère et compère Edgar Morin, en matière de politique, dit une chose que vous connaissez, qui est l'histoire du généraliste et du spécialiste. C'est-à-dire qu'il dit, la contradiction de la politique, c'est qu'il faudrait à la fois... La politique, c'est un domaine où il faut être généraliste, hein, et donc c'est une impasse, parce qu'un généraliste, c'est un petit peu tout mais pas à fond, évidemment, par définition. Et puis c'est une affaire aussi de spécialiste, mais c'est une impasse aussi, parce que le spécialiste, il connaît sa spécialité, mais pas le reste. Spécialiste et généraliste, comment vous faites pour faire de tout, avec ces contradictions, un bon citoyen? Ce dilemme posé comme ça est posé depuis Platon. Oui. C'est pour ça que Platon disait c'est les philosophes qui doivent régner, qui sont au-dessus des spécialistes, parce qu'eux, ils ont, dans la théorie de Platon, ils ont une vue du tout. Mais l'autre terme de l'alternative, c'était précisément la démocratie athénienne. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Athéniens? C'est très intéressant. C'est les Grecs qui ont inventé les élections. Hein. Ça, c'est en fait historiquement attesté. Bon. Ils ont peut-être eu tort, mais ils ont inventé les élections. Bon. Alors, qui est-ce qu'on élisait à Athènes? On n'élisait pas les magistrats en général. Les magistrats étaient désignés par tirage au sort ou par rotation. Tout le monde, bon, Aristote, citoyen, celui qui est capable de gouverner, d'être gouverné. Tout le monde est capable de gouverner, donc on tire au sort. Pourquoi? Parce que la politique, c'est pas une affaire de spécialistes. Il n'y a pas, et pourquoi c'est pas une affaire de spécialistes? Parce qu'il n'y a pas de science de la politique. Il y a une opinion, la doxa des Grecs. Il n'y a pas d'épistémé. Je vais vous faire remarquer d'ailleurs que l'idée qu'il n'y a pas de spécialiste de la politique et que les opinions donc se valent, c'est la seule justification raisonnable du principe majoritaire. Donc, le peuple décide. Et les magistrats sont élus au sort, ou désignés par rotation. Il y a des activités spécialisées, parce que les Athéniens n'étaient pas fous, ils ont quand même fait des choses assez considérables, ils ont fait le Parthénon, ils ont gagné des batailles. Dans ces activités spécialisées, la construction des chantiers navals, la construction des temples, la conduite de la guerre, il y a des spécialistes. Donc ceux-là, on les élit. C'est ça l'élection. Parce que l'élection, ça veut dire l'élection des meilleurs.
Et sur quoi on se base pour élire le meilleur? Alors, sur quoi on se base? Qui me dira que celui-là est meilleur guerrier que celui-là? Voilà. Alors Qu'est-ce que j'en sais? mais bien là, bien sûr. Alors là, il y a précisément l'éducation du peuple parce qu'il choisit. On fait une première élection, on se trompe, on constate par exemple que Périclès est un déplorable stratège, mais on le réélit pas. Ou même on le révoque. Vous voyez? Bon. Mais cette doxa, cette opinion dont on peut postuler qu'elle est également partagée, c'est bien sûr un postulat tout à fait théorique. Pour qu'il devienne tant soit peu, pour qu'il ait un peu de chair, il faut que vraiment ces doxas soient cultivées. Et comment peut être cultivée une doxa concernant le gouvernement? Ben, en gouvernant. Donc la démocratie est aussi, c'est ça l'important, une affaire éducationnelle des citoyens. Et c'est ça qui n'existe pas du tout à l'époque actuelle. Bon, il y a eu récemment, j'ai entendu ça sur Europe 1, un de ces magazines qui publiait une statistique comme quoi 60% des députés, avouent qu'ils ne comprennent rien à l'économie. Les députés en France. Et ceux-là, ils vont décider, ils votent. Ils décident tout le temps, ils votent, ils augmentent les impôts, ils diminuent, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est que le cas avec ces députés, comme avec les ministres, etc., c'est qu'ils sont asservis à leurs techniciens. C'est-à-dire, ils ont leurs experts. Et alors, comme en plus ils ont, c'est très drôle, parce qu'ils ont chacun quand même des préjugés ou des préférences. Alors, si vous suivez de près le fonctionnement d'un gouvernement, d'une grande bureaucratie, moi je l'ai suivi dans d'autres circonstances, vous voyez que quand vous dirigez, bien sûr vous fiez aux experts, mais vous choisissez les experts qui ont les opinions que vous préférez. Donc vous trouverez toujours un économiste. Vous vous dites, oui, il faut faire ça. Ou un expert militaire qui vous dit, oui, il faut l'armement nucléaire, ou il faut pas d'armement nucléaire, ou n'importe quoi, vous voyez. Bon, c'est un jeu complètement stupide, et c'est comme ça qu'on est gouverné actuellement, plus ou moins. Donc, dilemme de Morin et de Platon, les spécialistes des journalistes, les spécialistes au service des gens, c'est ça la question, pas de quelques politiciens, et les gens apprenant à gouverner en gouvernant.